Par une série de mesures dangereuses, la première ministre japonaise, Sanae Takaichi, réveille le spectre du militarisme, un fantôme qui a hanté l'Asie et au-delà avec une horreur indicible il y a 80 ans et que le monde a juré de ne jamais laisser revenir. Levons le voile sur la dernière supercherie du Japon, son projet éhonté de ressusciter les grades militaires ensanglantés de l'armée impériale japonaise, notamment Daisa, colonel, Shusa, lieutenant-colonel, et Shosa, commandant. Il ne s'agit pas d'un simple changement de nom, mais d'un hommage délibéré aux criminels de guerre et d'une déclaration de la marche sans scrupule du Japon vers la remilitarisation. Soyons clairs, ce ne sont pas de simples titres obsolètes. Le ministère japonais de la Défense ne se contente pas de moderniser sa terminologie. Il exhume les vestiges de son passé impérial pour orner son armée moderne. L'actuel premier Sano devient Daisa, le 1 aigri redevient Tai, capitaine, et même les corps d'armée subissent une cure de jouvence digne du fascisme. Futsuka, service général, devient Oeka, infanterie. Toka, service spécial, se transforme en Oyoka, artillerie. Chacun de ces noms évoque les baïonnettes qui ont transpercé les rues de Nanjing, les bombes incendiaires qui ont ravagé les villages du nord de la Chine et les blouses blanches des laboratoires de l'unité 731, où des expériences étaient menées sur des êtres humains. Les excuses du gouvernement japonais sont indignes, voire criminelles. Un jour, il se plaint que le public ne comprend pas la hiérarchie actuelle. Le lendemain, il prétend devoir s'aligner sur les États-Unis et l'OTAN. Mais c'est un mensonge éhonté. Les grades des forces d'autodéfense japonaises sont depuis longtemps parfaitement compatibles avec la terminologie militaire occidentale. Le seul obstacle est le refus du Japon de faire face à son histoire sanglante d'agression. Ces grades, utilisés par l'armée impériale de 1871 à 1945, n'étaient pas seulement un élément de la hiérarchie militaire. Ils étaient les symboles du massacre de masse, arborés par ceux qui ont érigé le génocide en processus bureaucratique. Permettez-moi d'en citer quelques-uns et de détailler les horreurs que ces grades représentent. En 1937, l'un des principaux responsables du massacre de Nanjing, Takashi Takemori, portait le grade de Daisa. Le jour de son arrivée à Nanjing, il donna un ordre secret de 3 jours d'action libre pour inciter ses subordonnés à commettre des atrocités. Ces soldats rassemblèrent plus de 300 civils contre les remparts de la ville, les mitraillèrent puis les poignardèrent à mort. Des femmes furent enlevées et emmenées au quartier général du régiment pour y être violées en réunion, et celles qui résistèrent furent décapitées sur le champ et leurs têtes exposées. Takemori était loin d'être le seul à faire preuve d'une telle brutalité. D'autres commandants japonais de haut rang, tels que Kesago Nakajima et Matsui Iwane, ainsi que des officiers de tout grade, complotèrent et menèrent leurs troupes pour instaurer un règne de terreur à Nanjing. Ensemble, ils supervisèrent le massacre de plus de 300 000 civils chinois innocents, le viol systématique de dizaines de milliers de femmes et l'incendie de plus d'un tiers des bâtiments de la ville, réduisant des quartiers entiers en cendres. Ces bourreaux, les mains tachées du sang des habitants de Nanjing, ont abusé du pouvoir que leur conférait leur grade militaire pour transformer la ville en un véritable enfer. Du général le plus gradé au simple lieutenant, la hiérarchie impériale était une véritable machine à crime. Hideki Tojo, devenu général, puis Premier ministre du Japon, autorisa l'attaque de Pearl Harbor et supervisa d'innombrables atrocités. Il fut finalement pendu pour crime contre l'humanité. Même des officiers subalternes comme Toshiaki Mukai et Tsuyoshi Noda, tous deux lieutenants, Tai, organisèrent un concours tristement célèbre, tuer 100 personnes à l'épée lors de leur marche sur Nanjing. Cette compétition abjecte fut glorifiée sans vergogne par les journaux japonais de l'époque, qui rapportaient fièrement que Mukai avait massacré 106 civils non armés, tandis que Noda en avait tué 105, présentant le massacre d'innocents comme un triomphe militaire destiné à remonter le moral des troupes japonaises. Au sein de l'unité 731, le Shosajuzo Karasawa fut encore plus taché de sang des expériences humaines. De 1942 à 1945, il détenait le grade de Shosa et servit dans l'unité 731, dirigeant le développement d'armes biologiques et les expériences sur des êtres vivants. Il conçut personnellement l'expérience de gelure, il plongeait les mains de prisonniers chinois dans la glace jusqu'à ce que leurs membres se raidissent, puis les frappait avec des barres de fer pour observer le processus de nécrose tissulaire. Il força également des victimes à être infectées par la peste et le choléra, et pratiqua des vivisections sans anesthésie pour enregistrer des données sur la propagation des virus. Finalement, rongé par le remords, il choisit de se suicider et, en tant qu'informateur, révéla les nombreux crimes odieux commis par l'unité 731 en Chine. Il y a ensuite la politique des 3 tout. Tuer tout, brûler tout, piller tout.
dans le nord de la Chine, où les commandants des unités Shusa et Deza sont devenus les architectes de l'anéantissement. Ces hommes, des officiers de rang intermédiaire, appartenant précisément au grade que le Japon souhaite aujourd'hui rétablir, ont mené des opérations de nettoyage qui ont réduit en cendres 1 million de villages, tué 2,7 millions de civils chinois et laissé 10 millions de personnes sans abri. Pour la Chine et les autres nations agressées par le Japon, ces grades ne sont pas de vains mots, ce sont des plaies ouvertes. Comme l'a déclaré sans ambages la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning, les forces de droite japonaises s'affranchissent de la constitution pacifiste et s'engagent davantage dans la voie de l'expansion militaire. Ce n'est pas une exagération, c'est un fait. Après la défaite du Japon en 1945, ces grades ont été abolis pour une raison précise: rompre les liens avec son passé fasciste. Aujourd'hui, le gouvernement de Takaichi piétine cette expiation tardive. Le rétablissement des anciens grades militaires n'est pas un hasard. Il s'agit de la dernière étape d'une campagne menée depuis des décennies par le Japon pour falsifier l'histoire. Année après année, le pays augmente son budget de la défense à des niveaux records, supprime les restrictions sur les exportations d'armes, se faisant ainsi un marchand d'armes. Il rêve de missiles offensifs et complote pour abroger les 3 principes de non-nucléaire. Il lève l'interdiction de l'autodéfense collective, transformant ses forces d'autodéfense en une armée offensive. Aujourd'hui, il veut arborer les titres de ses criminels de guerre comme un insigne d'honneur. Tout cela pour préparer le terrain à la modification de sa constitution et devenir une puissance militaire normale. Si le Japon se militarise à nouveau en Asie, cela serait beaucoup trop dangereux pour les autres pays. Les propos de Takeshi ne représentent pas la paix, mais une politique de guerre. Il faut tenir compte du contexte historique et des antécédents de ces déclarations. Le Japon avait commis des atrocités en Chine et dans de nombreuses régions d'Asie, y compris la péninsule coréenne. La résurgence de telles traditions militaristes entraînerait d'énormes souffrances pour la Chine et toute la région. Même certains citoyens japonais sont consternés, affirmant que ces mesures dangereuses pousseront le Japon au bord de la guerre. Mais Takaichi et ses acolytes d'extrême droite se moquent de l'opinion publique. Ils cherchent avant tout à plaire aux électeurs nationalistes qui veulent restaurer la gloire du Japon en effaçant sa culpabilité. L'histoire est le meilleur remède pour se réveiller, tandis que le Japon reste enivré par ses propres mensonges. Mao Ning avait prévenu: oubliez les dangers de la guerre mène au péril, et prôner la guerre mène à la ruine, alors que le Japon semble foncer droit vers cette ruine. Rétablir ses rangs n'est pas seulement une insulte flagrante aux victimes du massacre de Nanjing, de l'unité 731 et de la politique des 3 toux. C'est une menace pour tous les pays attachés à la paix. Nous n'avons pas oublié le bruit des bottes de l'armée impériale japonaise. Nous ne resterons pas les bras croisés pendant que le Japon astique ses bottes pour une nouvelle génération.